ce qu'il en retourne de la psychologie autour de… Alors, qui c'est qui se débrouille un peu avec… Qui c'est qui est sur un ordinateur déjà? Moi, Brigitte. Brigitte, d'accord. Moi, ouais, moi. Allez, deux Brigitte. Ok, super. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui sonne et qui met… où ça marque admettre la personne, vous saurez cliquer sur admettre? Bah, si ça, Moi, je pense pas, non, je connais rien du tout. si ça l'écrit, D'accord. oui. Si ça l'écrit, oui, mais Brigitte est co-animatrice. Alors, je vous mets… parce que Angèle, tu es sur le téléphone? Ouais. Ouais, Et moi sur la tablette. et toi sur la tablette. Bon, écoutez, les filles, vous êtes toutes co-animatrices. D'accord. Si jamais vous voyez sur votre écran un to-do que je veux rentrer, je vous propose d'essayer de cliquer sur admettre. D'accord? Parce qu'après, c'est vrai que souvent, quand je suis lancée, j'ai du mal à visualiser le reste des gens qui arrivent. ça va s'afficher où? Au milieu, à droite, à gauche, en bas? En général, au-dessus de ma tête, là, tu vois. D'accord. Ok. Voilà. Ça, c'est pas cool pour les séances de sport. Quand on arrive en retard au sport, c'est pas bien. Non, c'est pas très bien. Il suffit que je sois sur le tapis ou un truc comme ça. Non, mais c'est pour ça qu'on est en train de regarder pour voir comment on peut annuler cette salle d'attente automatique. D'accord. D'accord? Parce qu'il y a des événements pour lesquels c'est bien d'avoir une salle d'attente parce que tu n'admets pas tout le monde dans les conférences payantes, etc. Mais bon, vu que moi, c'est ouvert à tout le monde et que c'est gratuit, ça ne m'intéresse pas d'avoir une salle d'attente. Voilà. Bien sûr. Donc, déjà, je vous dis bien bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de noter vos questions si jamais il y en a pendant que je vous explique un petit peu. Et puis, s'il n'y a pas de questions, c'est bien. S'il y en a, on répondra à la fin. Ça va? Ça vous va marche. comme ça? Ok. Donc, je vous disais qu'en fait… Oui, avant la fin, Christine. Je pourrais pas rester jusqu'au bout. Jusqu'au bout, d'accord, ok. On va essayer d'arrêter à 2 heures. Hein, on va essayer d'être… je vais parler vite. Mais je veux toujours trop parler. Et en fait, le thème aujourd'hui que je voudrais aborder, c'est un thème dont on ne parle pas, en tout cas pas souvent, pas de façon spécifique. Et en fait, c'est tout l'aspect psychologique qui est autour de la perte de poids. Que nous, on travaille beaucoup parce qu'on travaille avec pas seulement des gens qui ont une perte de 8-10 kilos à perdre, mais qui sont en gros surpoids, voire en obésité. Et donc, même si cette vidéo s'adresse qu'à une toute petite partie d'entre vous, mais pour tous les autres, en fait, c'est assez intéressant à connaître pour soit éventuellement réagir, notamment face à des amis ou à la famille qui peuvent éventuellement être concernés par cette situation. Alors, il y a quelqu'un qui est entré, donc vous avez réussi à gérer. Ouais, c'est moi. Bravo les filles. Donc, je disais, il y a une toute petite partie d'entre vous qui sera concernée par ma vidéo, mais c'est intéressant en fait parce que c'est large. Ça peut éventuellement réagir par rapport aux gens qui vous entourent ou bien à un moment donné, vous aurez peut-être à gérer en tant que coach, etc. Donc, le surpoids et encore plus l'obésité, ça a des nombreuses conséquences psychologiques, indépendamment des conséquences physiologiques. Hein, d'accord? On a vu à travers des dernières vidéos que le mental et le cerveau, etc., quand on était en perte de poids, on le travaillait énormément, notamment les hormones qui n'étaient pas en notre faveur. Mais donc, indépendamment de cet aspect-là, et puis de l'aspect aussi purement, je ne sais pas si on peut dire un aspect biologique, eh bien, sur l'aspect psychologique des grosses pertes de poids et de l'obésité, il y a énormément de travaux en fait, de recherche sur la psychologie. Et donc, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous aujourd'hui.
Et donc, alors, pourquoi les scientifiques ont largement étudié le sujet? Parce que peut-être vous avez entendu dire que beaucoup de personnes qui entament des pertes de poids cessent en plein milieu quand il y a beaucoup de kilos à perdre, donc se démotivent en fait, ou alors reprennent le poids une fois perdu. Et si on sait travailler avec l'aspect psychologique, eh bien, on aura une autre vision face à cette situation-là et on pourra amener les gens jusqu'à des résultats finaux. Et donc, je sais que nous, dans notre culture, le surpoids et l'obésité, c'est assez mal vu, en tout cas pas d'un très bon œil, c'est très jugé. Il y a des cultures où le surpoids est tout à fait accepté. Mais en tout cas, en Europe et en Amérique du Nord, l'obésité et le surpoids ne sont pas du tout vus d'un bon œil. Donc, je voudrais parler de cet aspect négatif, parce que ça joue forcément sur le psychologique des personnes qui sont en surpoids important. Il y a même, et ça peut être plus spécifiquement encore en Europe qu'en Amérique, il y a des personnes qui considèrent que les personnes en obésité sont des gens sans volonté, à faible mental, voire moralement déficients, c'est-à-dire à tendance plutôt, vous savez, déprimée, suicidaire, etc. Et on en a parlé il y a quelques semaines. Et autant pour moi, c'est absolument pas acceptable de laisser dire que le surpoids et l'obésité n'ont pas de conséquences sur la santé, autant il n'est pas non plus acceptable d'entendre dire qu'il s'agit d'un choix purement individuel. Si les gens sont en surpoids, en obésité massive aujourd'hui, c'est la conséquence d'un environnement alimentaire global. Et c'est un environnement alimentaire que certains subissent parfois même depuis l'enfance et qui exerce des forces sur notre cerveau contre lesquelles tout le monde n'arrive pas forcément à faire face ou à gagner cette bataille en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours garder en tête. Je sais pour en avoir parlé avec Pascal qui est sur l'appel que la plupart de mes collègues sont très douloureux, on va dire, dans leurs propos quand ils parlent de personnes qui sont en état d'obésité jusqu'à dire que ce sont des menteurs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête parce que ces gens-là, à force d'entendre ces personnes-là, donc les personnes qui sont en obésité, si vous voulez, elles vont intérioriser ces propos-là, intérioriser le fait qu'elles sont soi-disant sans volonté, elles vont s'entendre dire qu'elles ont beau essayer, rien ne changera, elles reviendront toujours à leur poids, etc. Et ça, c'est quelque chose contre lequel on doit lutter, mais vraiment avec force, parce que ce n'est pas vrai. D'accord? C'est l'environnement qui crée des chemins dans le cerveau qui les font prendre du poids. Il ne faut absolument pas prendre les gens qui sont en surpoids comme des gens sans volonté. Bien au contraire. D'ailleurs même, je pense que certaines personnes qui sont en surpoids ou en obésité ont bien plus de volonté et sont bien plus capables de faire des choses et méritent encore plus le fait qu'on s'occupe d'elles et qu'on les aide pour leur santé à perdre ce poids. Parce que si vous saviez la force qu'il faut développer pour lutter contre les agressions en quelque sorte des autres autour de soi, c'est très compliqué pour le mental. Et puis quand on travaille, quand les gens persécutent, parce que c'est de la persécution, hein, c'est un peu comme du harcèlement, de dire ces choses-là sur les personnes en gros surpoids ou en obésité, ça engendre des troubles du comportement alimentaire. Parce que ça engendre de l'anxiété face à l'image de soi, qui va en se dégradant en fait, parce qu'elles ont beau faire des efforts et elles ne se voient pas comme elles devraient être. Et puis on n'incite pas ces gens-là à prendre sur soi en fait, ou alors plutôt aussi c'est l'inverse. On les incite à prendre sur elles puis se dire bon c'est tout, je suis comme ça, je m'accepte. Vous avez combien de personnes qui sont en surpoids et qui sont mal
j'ai entendu des collègues leur dire « Non, mais bon, maintenant, de toute façon, tu es en surpoids, il faut que tu t'acceptes comme ça. Les rondes, c'est aussi joli. » Et là, ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de santé. Donc, il faut vraiment prendre en charge tout l'aspect psychologique. Et ça doit toujours nous rester en tête, en fait. C'est vraiment nécessaire de briser ce cercle vicieux face aux frustrations, face au découragement, face à leur volonté de changer leur méthode alimentaire, face à leur volonté de vouloir perdre du poids, etc. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras, surtout pas. Et là, on est là pour ça. On est là pour les aider, on est là pour les guider, on est là pour leur donner notre force et leur tendre la main. Je pense que vous ignorez pas que la majorité des personnes en surpoids ou en obésité ont déjà tenté de perdre du poids, même si elles disent qu'elles sont bien en surpoids. Et je parle d'une grosse majorité, puisqu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais on est à presque 60% de personnes en surpoids sur la totalité de la population française, européenne. Et sur ces 60% de la personne en surpoids ou en obésité, eh bien 87% des personnes ont tenté de perdre du poids. D'accord ? Parfois une seule fois, mais parfois plusieurs fois, voire même ont l'impression d'avoir été au régime toute leur vie. Et donc, ils se sentent complètement frustrés et sur la quantité de nourriture ingérée et sur le non-succès sur le long terme de leur perte de poids. Et là, ça engendre des gros leviers psychologiques qu'il faut qu'on travaille et qu'on casse, en fait. D'accord ? Je suis assez claire dans mes explications. Voilà. Alors, évidemment, il faut essayer de… En tout cas, c'est comme ça que moi, je fonctionne et c'est comme ça que ça a le plus de réussite dans leur accompagnement. C'est pratiquer l'empathie, d'accord ? Être à l'écoute, en fait. Éliminer complètement du cerveau de ces personnes-là la stigmatisation liée au surpoids. J'entendais ce matin au Pape au Pied Angèle qui nous disait que avant, elle ne sortait pas, elle était timide et renfermée, elle ne se montrait pas. C'est lié à ça, c'est à cause de la stigmatisation extérieure. Donc, encore une fois, le but, ce n'est pas que la personne se complaise dans son surpoids. D'accord ? On a dit c'est dangereux pour la santé. Hein. Mais, donc, il ne faut surtout pas lui dire que bon, ce n'est pas grave, reste comme ça, il n'y aura pas de problème pour ta santé. Non, non. Mais il faut favoriser une espèce de vision positive d'elle-même pour faciliter le changement derrière. Et donc, si vous êtes la personne concernée directement par ce que je dis là maintenant, il faut toujours avoir à l'esprit que le contrôle du poids, le contrôle de votre poids, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. D'accord ? Toujours avoir ça comme notion. Si vous avez une perte de poids supérieure à 12 kg, vous ne pourrez jamais éliminer votre poids de façon linéaire et constante. D'accord ? Il va falloir mettre l'accent sur tous les pas que vous faites au fur et à mesure vers la bonne direction. Peut-être que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 15 jours, le poids ne va pas bouger du tout. Mais que par contre, vous devez mettre l'accent sur des petites récompenses, comme par exemple, vous avez fait un peu plus d'activité physique. Alors, pas forcément sportive, mais physique sur la journée. On parlait du NEAT. Vous avez augmenté votre capacité respiratoire. Vous avez reconstruit le tissu corporel, c'est-à-dire que si on prend les centimètres sur toute votre peau ou que l'on constate la peau qui se craque avec le surpoids, etc., eh bien, on voit qu'elle se retonifie, qu'elle se reconstruit. Et donc, vous n'avez peut-être pas perdu sur la balance, mais si vous vous êtes pesé sur un impédance mètre, on va par exemple voir une légère augmentation de votre masse musculaire, c'est-à-dire que vous avez raffermi vos tissus, ou bien vous avez fait des modifications physiques chaque jour. Alors, ça se voit par exemple sur le visage. Quelqu'un peut être sur une phase plateau pendant 3 mois
et pourtant la tonicité du visage va se refaire, le cou va se diminuer en centimètres, les bras, vous voyez, on va voir des modifications corporelles en fait. Et ça peut être aussi, par exemple, des modifications d'achat. Donc, il y a des gens qui, par exemple, peuvent avoir acheté des aliments de meilleure qualité. Donc, de toute façon, il faut toujours être fier de chacun des tout petits points qui est modifié positivement. D'accord ? C'est l'important dans le suivi et dans le comportement qu'on doit avoir, c'est ça. Et comme j'ai déjà évoqué, en fait, le plus important dans un régime, dans un programme de perte de poids, c'est vraiment la capacité d'adhérer à ce programme, parce que c'est cette capacité d'adhérence au suivi du programme qui fait dérailler les changements alimentaires, en fait. Et c'est comme ça que on va se retrouver avec des prises alimentaires qui ne sont pas prévues. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à 95%, les déraillements alimentaires sont pris à la maison, le plus souvent le soir, avant le repas du soir, et avant le dîner, et le week-end. Et pour les femmes aussi, on a aussi la période de pré-règles, vous savez, juste avant les menstruations, où les hormones jouent énormément, elles font un effet yo-yo, et où on a tendance à craquer pour faire une compensation émotionnelle. Donc, l'important, c'est d'éliminer de chez soi tous les produits industriels hyper palatables qui vont favoriser le grignotage plus facilement. D'accord ? Si c'est à la maison dans le placard, c'est plus facile. Hein. Moi, la première, hein, si on me met des cookies au chocolat dans le placard, je ne vais pas tenir longtemps. Hein. D'accord ? Donc, c'est souvent des choses qui sont super caloriques. Et donc, évidemment, les sensations de faim sont à combler. Quelqu'un qui est en perte de poids ne doit jamais avoir faim et ne doit jamais avoir de sensation de privation. Parce que c'est ces deux choses-là qui vont pousser à abandonner le programme de perte de poids. J'en reviens donc à l'importance d'avoir une alimentation qui permet d'atteindre le taux de satiété, un taux de satiété complet, qui ne provoque pas de manque, qui ne provoque pas de frustration. Et pour ça, j'ai deux approches en fait. Il y a deux approches possibles pour atteindre une alimentation qui rend, on n'a pas faim. C'est par exemple toute l'alimentation à base de produits bruts, riches en végétaux, puisque ça va caler. Donc, soit vous vous concentrez d'abord sur tout ce qui est à éliminer de vos placards, de votre maison, qui ne pourra pas fonctionner en fait avec une grande partie d'entre vous. Éliminer toutes les bonnes choses des placards, ce n'est pas forcément évident quand on a des enfants, quand tout le monde ne mange pas la même chose. Vous voyez, ces choses-là, ce n'est pas toujours évident, mais ça entraîne en général un effet de frustration. Et puis, il y a des personnes qui, quand elles n'ont pas dans le placard, ont de la frustration et des envies de grignoter des choses qu'elles n'ont pas. Donc, vous voyez, on peut travailler sur les deux côtés. Soit on élimine tout, soit après, on va se concentrer sur le fait d'inclure au maximum tous les aliments bruts. Donc, c'est-à-dire que pour composer votre assiette, en fait, vous mettez des bonnes choses dans votre panier de courses, que des bons aliments liés à une liste bien établie. Et vous vous dites simplement qu'en faisant vos courses, bon, alors, je dois manger plus de fruits frais, je dois manger plus de légumes frais, des légumineuses, du poisson, des produits non transformés. Si c'est une boîte, c'est que ce n'est pas bon, j'en achète pas. Vous voyez un peu l'état d'esprit qu'on peut avoir. Et puis, travailler aussi sur le temps des courses quand on n'a pas faim. Aller faire les courses après le repas, c'est beaucoup mieux. C'est parce que si vous êtes pleinement repu, vous n'aurez pas envie d'aliments palatables. Et puis, ce qui fait aussi qu'on pourrait avoir envie de manger des aliments transformés, c'est d'aller dans des endroits où il y a des odeurs particulièrement odorantes. Vous savez, maintenant, dans les grandes surfaces,
ils ont fait un rayon boulangerie, ils ont fait un rayon rôtisserie, ils ont fait un rayon traiteur. Et si vous regardez, c'est très, très bien fait. Les ventilations des cuisines vont dans les rayons. D'accord? Ce qui pousse les gens à consommer. Donc, voilà. Et puis, ensuite, rester constant. Le long terme des changements alimentaires, c'est vraiment important. Et donc, on finit par, à force de ne plus faire de courses dans les aliments palatables, et ben on finit par tous les virer, en fait, tout simplement, hein, et modifier son environnement. Après, moi, j'aime bien travailler sur l'environnement inconscient. C'est-à-dire que moins vous vous exposerez à ces aliments-là, moins il y aura de publicité. Par exemple, éteignez la télé ou coupez le son et puis allez aux toilettes quand c'est la publicité. Pareil à la radio, pareil sur les réseaux sociaux. Voilà. Ne vous attardez pas sur les pubs parce qu'elles sont faites pour manger. Et que l'on n'est pas des super-héros, même si on pense pouvoir faire face à tout ça. Je vous l'ai dit, hein, hors du domicile, les grandes surfaces, si j'en abuse, elles vont me faire craquer moi aussi. D'accord? Donc voilà. Ensuite, il y a autre chose qu'on doit prendre en compte, c'est la motivation. Vous savez très bien que, quel que soit le sujet d'ailleurs, hein, là on est en train de parler de perte de poids, on peut parler de prise de poids, stabilisation, mais quel que soit le sujet, donc si par exemple là je prends une motivation à changer d'alimentation parce qu'on a un objectif perte par exemple, eh bien ça peut être se mettre au sport, ça peut être modifier son NEAT sur la journée. Et puis, si je prends des motivations annexes, on peut être, par exemple, motivé pour faire son jardin, on peut être motivé pour apprendre à jouer de la guitare, on peut être, je sais pas, motivé pour apprendre une autre langue. Quand on a une envie, on a une motivation, et ben, peu importe quelle est la raison, elle est toujours là. Et au début, elle est constante. Et puis, elle va décliner progressivement. Et elle va décliner progressivement en 90 jours pour arriver tout en bas. Il faut savoir, c'est comme ça. Les hormones de la motivation vont faire que la motivation va chuter. Et donc là, j'en reviens à la création de petites habitudes quotidiennes qu'on va tenir sur un minimum de 21 jours. Alors, on en a déjà parlé tout au début des vidéos là, que j'ai fait sur le pouvoir de l'alimentation. Donc, ces vidéos-là, vous pouvez les regarder sur la chaîne, hein, puisque on en est à la 23 ou 24e, là, je crois. Mais donc, c'est en replay, donc vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube. Mais donc, il faut vous définir des objectifs secondaires. Si, par exemple, j'ai 20 kilos à perdre, eh bien, je dois me faire des paliers de 5 ou 6 kilos. D'accord? Premier objectif, comme j'ai dit dimanche à Juliette, ton premier objectif, c'est les 6 kilos. Et on doit travailler sur ce palier-là. Même si elle a beaucoup plus de poids à perdre, c'est son premier palier, c'est son premier objectif. Parce qu'on atteindra ces moins 6 kilos plus rapidement que tout le poids. Et il ne faut pas que ça soit une montagne à surmonter. Donc, on va faire des paliers. On va même se faire des paliers en dehors de la perte de poids. Comme par exemple, monter un étage sans s'essouffler. Vous voyez? Ça peut être, on regarde à quel point il faut du temps pour récupérer quand on monte un escalier rapidement. Ça va être par exemple 2 minutes, 2 minutes 30. Et puis, au bout d'une semaine, monter l'escalier sans s'essouffler, le souffle va revenir en moins d'1 minute. Et puis, au bout de 3 semaines, eh bien, on s'apercevra qu'en 30 secondes, on a récupéré son souffle. Ça peut être aussi, par exemple, on fait un tour de pâté de maison qui fait 800 mètres. Et puis, au bout de 3 semaines, eh ben, le pâté de maison, on en fait 2, voire on en fait 1,5, voire on l'a agrandi un petit peu, etc. Et puis après, ça peut être aussi dans la cuisine. C'est-à-dire, on apprend, pour les gens qui ne savent pas cuisiner, on apprend à bien cuisiner un plat ou un aliment. Hein. Ça peut être aussi un seul aliment. Hein. On apprend à découvrir, par exemple, un nouveau légume par mois. Parce qu'il y a plein de légumes anciens qu'on ne connaît pas. Et on se force à faire de nouvelles recettes, etc. Et donc, à bien manger cet aliment brut. Ça peut être aussi un bel objectif à atteindre
par rapport à ça. Ça peut être aussi apprendre à calculer son taux de protéines sur la journée. Quand on ne sait pas combien de protéines on doit manger et qu'on ne sait pas quels aliments procurent de la protéine, on peut s'amuser à découvrir sur une semaine, tiens, aujourd'hui, j'ai mangé tant de protéines, j'ai mangé tant. Parce que comme ça, on va enregistrer au niveau de notre cerveau quels sont les aliments qui vont nous apporter plus de satiété et qui seront plus protéinés. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Là, ce matin, on discutait sur le pape-au-pied. Nathalie, elle a un challenge en ce moment, c'est de découvrir quels sont les aliments qui sont alcalinisants, c'est-à-dire avec un indice PRAL basique ou neutre. Voilà. Donc, en fait, on a vraiment l'occasion de trouver des petits challenges à faire semaine par semaine ou jour par jour. Bientôt, je vous apprendrai dans les vidéos qui viennent là, les macronutriments dans les prochaines vidéos. Donc, ça peut être un challenge aussi. Voilà. Si j'en reviens à l'activité physique, ça peut être par exemple, je ne sais pas, apprendre une nouvelle technique, un nouveau mouvement. On peut poser des questions à Angèle là, sur l'appel. Ça fait quelque temps qu'elle vient faire le sport avec nous tous les matins. Il faut savoir qu'elle ne savait pas se mettre à genoux et se redresser, que maintenant elle fait les exercices au sol et qu'en plus maintenant elle arrive à faire les exercices où on a les levées de jambes, etc. C'est des énormes progrès. Mais oui, voilà, bravo Pascal, tu as raison. C'est vraiment, voilà. Et pour moi, c'est d'aussi belle récompense que de voir la balance descendre de 500 grammes. Parce que c'est vraiment des paliers de santé énormes. Et il faut avoir conscience de ça. Et en tant que coach, pour laisser les gens, les garder motivés, il faut savoir les récompenser de ça. Parce que vraiment, c'est une belle chose. D'accord? Voilà, donc pour vous donner des idées de petits objectifs, de petits paliers, de petites choses à réaliser et être, je vous disais, dans l'empathie ou le compliment. Au final, il y a aussi des travaux qui nous montrent bien que les personnes qui définissent des objectifs avec un plan précis réussissent mieux que celles qui se basent uniquement sur leur motivation. Et là, c'est l'appel des compliments, mais je vais envoyer des fleurs à Dorian qui a fait un super programme à Angèle pour la remotiver alors qu'on n'en avait pas parlé. Et je trouve ça super que pour remotiver Angèle à la descente de poids, elle lui a établi des repas et des idées de programme à suivre. C'est excellent. Et puis là aussi, il y a deux facteurs qui peuvent déterminer l'adhérence au programme à long terme et qui vont vous permettre de savoir rapidement en fait, s'il faut faire des changements dans votre coaching. C'est d'abord si la personne, quand vous démarrez le programme perte de poids, adhère tout de suite, c'est-à-dire aime par exemple le goût des smoothies, aime introduire des crudités, aime des choses comme ça. Si elle a du mal à faire dans les 3 premiers jours, la première semaine, la personne ne tiendra pas sur la durée. D'accord? Donc, il faut tout de suite rectifier et voir ce qui ne va pas et ce qui est trop compliqué à modifier. Parce que sinon, le programme ne durera pas. Ça, c'est quelque chose de certain. Et toujours penser que quand il y a un hic ou une difficulté, ça n'ira pas en s'améliorant avec le long terme. Et d'autre part, le sentiment de privation. Quand on attaque un programme de perte de poids, s'il y a un trop gros sentiment de privation, c'est-à-dire qu'il est très élevé dès le départ, eh bien l'adhérence à grand ou moyen terme, ça ne va pas suivre. D'accord? Il y aura des raisons qui feront qu'elle aura envie de craquer pour ci, et ça va passer d'excuse en excuse en fait. Donc, un des derniers appels, je vous proposais de travailler sur un déficit calorique assez faible, en tout cas modeste, avec des pauses de stabilité, d'accord? Donc, pourquoi pas une journée dans la semaine ou le week-end, etc. Ça, c'est à adapter avec la personne. On est tous différents hein, sur cet appel, et puis sur tous les gens qui écoutent. Et ça permet de tenir très longtemps, en fait, jusqu'au résultat. Et c'est pour ça que psychologiquement, en fait, c'est important de garder une certaine flexibilité en tant que coach. La perfection, de toute façon, ça n'existe pas. Et qu'on ne peut pas faire
un programme pour tout le monde. D'accord? Notre rôle de coach, c'est d'être flexible et d'adapter le programme à chaque personne par rapport à ses réactions, par rapport… Le suivi est important pour ça, hein, d'accord? On a besoin de savoir comment ça fonctionne, comment ça suit. Et parce que vous allez avoir l'effet inverse, par exemple, on discutait avec Pascal déjà sur le mois de septembre, mais sinon ce week-end, vous allez avoir des personnes qui n'adhèrent pas au programme, puis des personnes qui, au contraire, ça devient comme un bonbon ou une récompense et qui vont passer sur une trop grande consommation de certains des produits, ce qui va faire que on va passer dans l'excès calorique. Au lieu d'être dans déficience, on va être en excès et on va passer en construction musculaire. Alors, pour certaines personnes, ce n'est pas gênant parce que plus il y a de muscles, plus ça va brûler les graisses. Mais si à côté l'augmentation du programme fait une augmentation de l'appétit et qu'on n'arrive pas à réguler puis qu'on devient un vrai surplus calorique, on va augmenter de poids. D'accord? Voilà. Il ne faut pas que le smoothie ou le shake soit une excuse à une trop grosse consommation à côté, en fait, si vous voulez. D'accord? Voilà. En fait, tous des petits trucs qui vont vous faciliter la motivation et toujours penser que le monde n'est pas binaire. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. D'accord? Parce que si vous voyez le monde vraiment de façon deux opposée, eh bien, vous allez créer des restrictions cognitives beaucoup trop importantes qui finiront par exploser et faire tout abandonner aux personnes. D'accord? Voilà. Après, est-ce que j'ai parlé de l'aspect psychologique pour le maintien de poids? Peut-être pas. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. En fait, il y a de nombreuses personnes qui échouent à moyen terme parce que dans la stabilisation du poids, pourquoi elles reprennent du poids en fait après, c'est parce que l'attention cérébrale, d'accord, la concentration par rapport au cerveau sur la stabilisation de poids demande aussi un exercice. Et ce n'est pas parce qu'on a atteint son objectif qu'on doit tout relâcher. Il faut garder ses bonnes habitudes alimentaires. Il faut garder ce qui nous a fait arriver à ce poids-là. D'accord? Donc, je vous ai dit, on réaugmente à peu près de la moitié de la déficience pour rester stable dans le poids et surtout pas revenir aux anciennes habitudes, à un environnement alimentaire catastrophique, etc. D'accord? Toujours rester sur des… faut éviter vraiment les grandes pressions environnementales parce que c'est elles qui font craquer les gens. Hein. C'est vraiment elles qui sont fortes face au changement alimentaire. Ok? Je pense par exemple aux gens qui ont l'habitude de compenser une vie un peu stressante ou des moments de stress ou d'ennui. Oui, il y a des personnes qui s'ennuient aussi par de la malbouffe, par exemple. Et donc, si les sentiments d'ennui ou les sentiments de stress n'ont pas disparu, eh bien, il faut savoir que les habitudes vont risquer de revenir. Et donc là, il nous faut traiter la source de ces émotions négatives. Avant tout, trouver éventuellement d'autres mécanismes de compensation, ça va être d'autres chemins. On avait parlé des chemins créés par la dopamine. Et parce que ça peut vraiment poser problème en fait à long terme au maintien du poids. Mais ça peut être un autre nouvel objectif, c'est-à-dire une nouvelle étape dans le programme du maintien de poids. Pas être rigide et puis voir un petit peu qu'est-ce qui peut de façon naturelle compenser ces moments de stress ou d'ennui. Voilà. Encore une fois, notre but, c'est d'avoir une alimentation saine et durable. Hein. Donc, demander le moins d'efforts possible à notre mental pour suivre des habitudes et puis abandonner les mauvaises. Voilà. Pas avoir d'insatisfaction. Quand on fait les petits gâteaux comme ce matin, on a tendance à penser un gâteau, c'est pas la table, un gâteau, ce n'est pas à manger parce que c'est prise de poids. Et pourtant, on a des recettes saines. Et il faut savoir que le gâteau qu'on a fait ce matin était très, très riche en protéines, très, très riche en fibres, en excellents nutriments. Et que donc, il va
augmenter le taux de satiété et donc il est bon pour la santé. Ça marche? Voilà, se sentir émotionnellement différent une fois qu'on a atteint notre résultat et garder ce sentiment. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans ce sujet? Non, c'est bon. Ouvrir vos micros. Moi, j'ai une question, Christine. Oui, Thérèse. Est-ce que des études ont été faites pour calculer le laps de temps qu'il faut pour vraiment changer ses habitudes alimentaires et ne pas revenir aux anciennes? Est-ce qu'il y a quelque chose, ce temps pour changer et parvenir aux autres? Alors, ça va dépendre du temps de mauvaises habitudes alimentaires. Tu vois? Si il y a des familles complètes qui ont toujours eu une mauvaise alimentation. Et donc, si tu prends la personne à 30 ans, eh bien, il va lui falloir 30 mois pour désapprendre. Exactement comme tu prends un disque dur, tu effaces et tu reconstruis tout. D'accord? Oui, parce que moi, je prends d'après mon exemple. Mes anciennes habitudes, elles sont vraiment loin. Je les ai changées, je ne sais pas à quel moment, et j'ai pas envie. C'est facile de ne pas y revenir. Alors, c'est pour ça combien de temps, voilà, combien de temps. Et je pense que chaque cas est différent, certainement aussi. Alors, chaque cas est différent, mais chaque année correspond quand même énormément à chaque mois d'alimentation saine. D'accord. Et c'est pareil pour le tabac. Ok. Si tu veux, la dépendance à la nicotine ou à n'importe quelle drogue, au sucre blanc, etc., eh bien, si la personne a fumé pendant 10 ans, eh bien, dans ce qu'on appelle l'impression ADN, chacune de ces cellules, eh bien, les cellules seront effacées et complètement transformées au bout de 10 mois. Okay. Il n'y aura plus cette empreinte de mémoire. Ok, merci. C'est bon à savoir. Merci. Oui, c'est important dans le coaching, par exemple, quand tu dois suivre les gens. C'est ça. Ça te donne une idée de combien de temps tu dois travailler avec eux? Parfait. Moi, ça va durer longtemps alors. Oui, non. Angèle. Bah, tant mieux parce que c'est sympa d'être ensemble. Donc, si ça dure longtemps, tant mieux. Angèle. Ah oui. Angèle, je vais te dire quelque chose que je retiens d'Irène Grosjean, 90 ans, 60 ans de naturopathie derrière elle. Elle dit « Tout ce que je crois, je le crée. Ça. Et tout ce que je crains, je le crée également. » Alors, ne crains pas, crois que tu vas réussir rapidement, que tu vas réussir. Voilà. Crois, Oui. crois. N'est-ce pas? Ça, c'est pour notre cerveau, ça. Peu importe le temps, ce qui compte, c'est le résultat. Voilà. Et je dirais même le chemin. Le chemin, absolument. Peu importe l'objectif, le plus important, c'est le chemin pour y arriver. Non, l'objectif, on le connaît. Voilà. Donc, c'est pas peu importe l'objectif, c'est peu importe la durée du Pour chemin. atteindre cet objectif. Oui. Voilà. C'est pour ça que je vais faire les 21 jours. Voilà. Mais bon, on ne va pas t'abandonner, t'inquiète pas. On sera toujours avec toi. Alors après, c'est à double tranchant. Parce que tu as des personnes qui viennent te voir pour toi. D'accord? Plus parce qu'ils ont un objectif ou un autre. Et ils disent que s'ils atteignent leur... C'est l'inconscient, hein, c'est le travail cérébral. Mais ils se disent que s'ils atteignent le résultat trop vite, eh bien, ils n'auront plus cette relation avec toi. Et pour ne pas briser cette relation, pour continuer de façon durable, eh bien, ils s'empêchent d'atteindre l'objectif. Ah ouais, mais ça, c'est pas... c'est compliqué. Et c'est là que le psychologique est important et qu'on doit sans arrêt remotiver et puis expliquer que de toute façon, avec ou sans résultat, le final de la relation restera. À partir du moment où tu t'entends bien avec quelqu'un, tu n'as pas envie de couper cette relation.
Ah non. Merci. Merci les filles, je suis obligée de partir. Mais Je je suis au piano. de toute façon, Je suis au piano. Bisous, merci infiniment. Bisous Merci Thérèse. pour tout. Bonne Merci journée. pour tout. Je vais juste regarder si par hasard il y a des questions sur Facebook sous le live. Est-ce qu'il y a des questions? Ah. Alors déjà, comment on va sur le live? Parce que si je ne vois pas les questions du direct, ça ne va pas le faire. Alors, ce que j'ai peur, c'est que si je mets le live sur Facebook, eh bien… Ouais, tu vas couper le Zoom. Oui, ou alors on va être en double écho, ou tu vois, un truc comme ça. Ouais. Alors, non, il n'y a que Lila qui nous dit coucou, bonjour. Ouais, il n'y a que Lila qui dit coucou. Voilà, ah, je vous avais dit que ça allait faire double écho. Je m'entends causer. Ok, bon, ben alors je vous souhaite une très très bonne après-midi et je vous dis à tout bientôt. Demain pour le pape au pied. Ouais. D'accord.